Donc mon propos aujourd'hui est de vous parler de la gestion des compétences et de ces points de similitude et de différence avec la gestion des talents. Donc la gestion des compétences est un thème sur lequel j'ai travaillé depuis plus de 15 ans. J'ai fait ma thèse sur le sujet, gestion des compétences individuelles, collectives, stratégiques. Et depuis 15 ans, donc j'observe dans les entreprises les pratiques. Je travaille sur des conceptualisations et surtout donc j'essaye avec des entreprises de voir comment on opérationnalise et comment on fait évoluer les différentes pratiques de gestion des compétences. Il y a à peu près 2 ans, avec le professeur Thévenet au CNAM, dans la chaire gestion des ressources humaines, on s'est intéressé au passage de la gestion des compétences à la gestion des talents et on a observé surtout au niveau des multinationales quels étaient en fait les points d'intersection entre ces pratiques. Est-ce que c'était des pratiques différentes ou au contraire est-ce que c'était des pratiques complémentaires? Et donc on a analysé, on a lu énormément au niveau de la littérature anglo-saxonne les différents ouvrages sur le talent management et on a observé, ce qui nous a amené à travailler sur un focus particulier qui est la complémentarité entre gestion des compétences et gestion des talents. Et ça nous a amené à faire un livre qui s'appelle Gestion des talents, la GRH après crise, et traduit en février en anglais Talent Management. Donc ma présentation a 2 objectifs. Tout d'abord, vous montrer le passage de la compétence au talent et ensuite vous proposer des exemples de pratiques d'entreprise et vous donner des éclairages sur comment, dans leur gestion des ressources humaines au quotidien, une entreprise comme Danone, sur une problématique particulière, a fait évoluer sa gestion des compétences vers un focus talent. Donc j'aurai absolument 2 temps dans cette présentation. Donc le premier temps, c'est quelques points d'ancrage sur le lien entre compétences et talents. Si on se place d'un point de vue des enjeux, ce que l'on peut dire avec le recul sur la gestion des compétences, c'est que la gestion des compétences a permis d'avoir et d'introduire dans les pratiques RH un focus sur l'individu et elle s'est surtout intéressée à la transférabilité d'une compétence métier donc interne vers une autre entreprise ou à la transférabilité de certaines compétences de métier à métier. Le deuxième point, quand on réfléchit sur la gestion des compétences, c'est tout le travail de l'employabilité et du fait que la gestion des compétences a permis de donner et d'instrumenter l'employabilité des salariés. La gestion des talents n'est absolument pas dans cette optique. La gestion des talents va répondre à des défis actuels et précis liés à la démographie dans certaines zones géographiques du monde, liés à l'attraction et au développement de la génération Y, liés à l'intégration de publics issus de la diversité, etc., etc. Elle n'est pas dans la volonté de transférer, elle est dans la volonté de repérer des personnes qui dans l'entreprise ont des résultats supérieurs à la moyenne et de savoir pourquoi. Donc, si vous voulez, au niveau des enjeux, on est sur 2 thématiques et 2 problématiques différentes. Au niveau des principes, comme je le disais tout à l'heure, la gestion des compétences est associée à l'employabilité. La gestion des talents est associée à l'identification des compétences rares de certaines personnes. Donc on n'est absolument pas dans la volonté de transférer un talent d'une entreprise A à une entreprise B, parce qu'un talent chez Gucci ne sera jamais un talent chez Zara. Le talent, il est spécifique à un contexte, à un environnement, à une personne, dans un lieu et dans des conditions de travail. Donc on est vraiment sur de l'opposition entre compétences, transférabilité, employabilité interne ou externe, et talent qui est focalisation, segmentation RH de certains profils pour qu'ils soient encore meilleurs et qu'ils développent encore plus leur valeur ajoutée. Le troisième point d'ancrage qui peut nous aider à comprendre ce lien entre compétences et talents, c'est les formes d'organisation. Quand on regarde la gestion des compétences, à travers les multiples études qui ont été faites, on s'aperçoit qu'elle existe et qu'elle est mise en place dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises, dans le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Donc on s'aperçoit que la gestion des compétences a irrigué toute forme d'entreprise, le public, le privé, etc. La gestion des talents est propre à une certaine forme et structure d'organisation qui sont les entreprises globales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on reprend la typologie de Loller et Toole sur les formes d'organisation, les auteurs distinguent 3 types d'organisation. On en a parlé un petit peu hier. Les organisations dites low cost, où le salarié est considéré comme du court terme, comme un coût, et c'est les centres d'appel. Les organisations dites business partner, où là on va travailler plus sur des organisations où on va demander de l'engagement et on est dans une logique moyen et long terme, et les organisations globales.
Dans les organisations globales, ce qui les caractérise, ce sont des organisations qui veulent avoir une position dominante sur les marchés en croissance et qui sont là pour développer des outils corporate et être présents, d'accord, au niveau mondial sur les marchés en croissance. Donc du contrat social où avant c'était fidélité contre engagement long terme, on est passé à comment faire pour que les gens soient sans cesse adaptables, excellents et soient sans cesse au meilleur de leur performance. Et c'est sur ce type d'organisation que la gestion des talents aujourd'hui est vraiment focalisée. C'est très important de voir que la gestion des talents n'impacte pas toute entreprise et que ce n'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de maximiser certains profils, certaines catégories de personnes sur des compétences spécifiques. C'est pour ça que c'est complémentaire à la gestion des compétences. Donc ce qu'on peut dire sur la gestion des talents au niveau des formes d'entreprise, c'est qu'elles sont vraiment sur des entreprises à valeur ajoutée mondiale et internationale. Donc on voit très bien dans la pratique que de nombreuses entreprises n'ont plus de DRH mais des talent managers, et on voit très bien qu'en fait il y a un glissement sémantique des titres dans ces entreprises. Ensuite, si on parle des publics, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans la gestion des compétences, au départ, on s'est intéressé à certains métiers, donc à certains publics, et très souvent, eh bien, il y a eu une augmentation de ces métiers, il y a une exhaustivité des compétences dans toute l'entreprise. Donc à terme, au bout d'un certain nombre d'années, on peut dire que les gestions des compétences peuvent avoir impacté la plupart des salariés avec les référentiels, etc. Dans la gestion des talents, on n'est absolument pas dans cette logique. On n'est pas à la recherche des talents pour tout le monde, on est à la recherche de quels sont les profils qui ont des valeurs ajoutées par rapport à la moyenne des salariés. La grosse erreur qui est souvent faite est d'associer talent à haut potentiel. Oui, les hauts potentiels peuvent être un segment des talents, un groupe de talents. Non, les hauts potentiels ne sont pas que... La gestion des talents ne se réduit pas qu'au potentiel. Le magnifique exemple, c'est l'exemple de Disney, qui a fait un audit des différents métiers et qui s'est aperçu qu'en fait, la personne qui balayait et qui avait la possibilité de discuter avec le client pour lui dire « ici, la file d'attente pour le manège est moins importante que là », c'était un talent. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait le talent n'est pas associé à la place dans la pyramide hiérarchique, il est associé à qu'est-ce qui fait que la personne a une valeur ajoutée hors référentiel. C'est pour ça qu'on est dans une complémentarité. On est dans cette complémentarité, donc essayer d'aller comprendre pourquoi certains font mieux que d'autres, mais sans juger et sans essayer de faire des scissions entre talent et non-talent. Enfin, au niveau des outils, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur la gestion des compétences, avec le recul, on a trois grands types d'outils qui se sont dégagés, sur lesquels il y a un certain consensus. L'entretien annuel, les cartographies, les référentiels. La gestion des talents est là pour revisiter des outils RH classiques et est là surtout pour essayer de faire émerger des nouveaux outils avec l'engagement, l'empowerment des managers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la gestion des talents s'appuie sur la case dans l'entretien annuel de qu'est-ce qui fait que cette personne a des compétences hors référentiel qui font qu'elle performe. Et c'est à partir de cette case dans laquelle on met, c'est peut-être parce qu'il a des relations avec les clients différentes ou parce qu'il a des relations avec des partenaires extérieurs différentes, etc. C'est à partir de cette case qu'on a la première mouture de la pelote de laine et que l'on va pouvoir penser à une gestion des talents. Dans une intervention avec la CPM, c'est un organisme de sécurité sociale en France, c'était très intéressant parce que la DRH me disait, en fait, nous, on a cette case où on met ce que les gens font d'un peu unique, un peu individuel et complètement différent. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des points communs. Et à partir de là, on a créé des groupes, on a fait des partages d'expériences et on a pu identifier donc un groupe talent. Donc très souvent, le point d'appui, c'est l'entretien annuel. Mais au-delà de l'entretien annuel, il y a des outils plus collectifs et corporate qu'on verra tout à l'heure, tels que le pipeline de gestion des talents, tels que des outils classiques, le coaching, les serious games, on en parlait hier, etc. Voilà, donc ça c'était juste un éclairage pour vous montrer quelques points d'ancrage. Une définition, parce que c'est toujours important de mettre du sens sur des nouveaux termes. Donc la gestion des talents, le mot talent, je ne vais pas revenir sur tous les aspects historiques de ce terme, mais si vous voulez, le talent est à la croisée de la compétence, de la performance et du leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un talent
existe s'il y a mise en situation, exploitation de compétences rares. Il existe si, bien sûr, on atteint une performance, mais pas simplement une performance actuelle, il y a aussi une estimation sur la performance future et ça intègre le potentiel. Et dans le talent, il n'existe que si le talent est exprimé et faire valoir, donc ça veut dire que la personne doit avoir un minimum de capacité de leadership pour faire reconnaître son talent. Donc on est vraiment à la croisée de ces trois sens et de ces trois mots, et on le verra dans l'exemple d'Anon, ça impacte les outils. Donc avec Maurice Thévenet, la définition qu'on propose sur le talent, c'est le talent est une compétence rare, une combinaison rare de compétences rares. Donc, il y a plein de définitions en France, dans le monde anglo-saxon. Bref, ce qu'on peut retenir, c'est que bien sûr, le talent, c'est quelque chose de rare. Bien sûr, le talent, c'est quelque chose qui n'est pas simplement inné. Et là, il y a tous les écrits de Gladwell très intéressants sur le succès, etc., qui montrent qu'en fait, il faut du travail et il faut un environnement de travail positif pour qu'un talent s'exprime. Donc, il y a un ensemble de conditions de réussite très importantes qui impactent aussi les façons de faire de la GRH pour donner donc ces conditions favorables. Alors, comme tout concept, le talent s'inscrit dans cette logique des notions en GRH qui permettent de définir l'activité humaine. Et on le voit bien au niveau donc, de l'évolution des courants de GRH, on a besoin de notions pour instrumentaliser les pratiques. Donc, dans le temps, on a eu différents concepts, dont ceux qui sont sur le slide. Et avec Maurice Thévenet, ce qu'on a voulu faire ressortir ici, c'est de montrer qu'en fait, il y a deux axes qui permettent de les situer. Le premier axe en abscisse, c'est voir ce que la personne fait ou le potentiel qu'a la personne, en fonction de ce qu'elle fait et ce qu'elle fait aujourd'hui et ce qu'elle peut faire. Et le deuxième axe, au niveau organisationnel, c'est quel est l'attrait de l'organisation par rapport à l'individuel et au collectif. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, les différents concepts qui se sont succédés au cours du temps dans les pratiques RH, eh bien, sont focalisés soit sur ce que la personne fait ou a le potentiel de faire, et l'intérêt que l'organisation donne à l'individuel et au collectif. Et là, on s'aperçoit qu'on est avec le talent, donc à la suite de la notion de compétence, et dans une ultra-individualisation où on va s'intéresser de près à ce que la personne fait et le potentiel qu'elle pourra développer. Donc ça permet de catégoriser un petit peu les concepts et de voir les apports des uns aux autres. Autrement, au niveau donc des pratiques, là comme le montre l'enquête de la NDCP, c'est l'Association des directeurs des ressources humaines en France, la thématique des talents est dans le top 3 des préoccupations des DRH. Et d'autre part, ce qu'on peut observer de ce tableau, c'est que cette thématique ne vient pas cannibaliser la thématique de la gestion des compétences. Les DRH font bien la différence entre la gestion des compétences qui est collective, corporate et qui est en France imposée par la loi, de la thématique des talents qui est une pratique de segmentation RH et qui est là pour essayer de valoriser bien, tout ce qui est hors référentiel. Donc c'est vraiment un sujet qui intéresse les DRH et c'est un sujet donc, qui répond à des défis actuels. Les trois défis sur lesquels la thématique des talents est très active et très positive, c'est l'attraction et le développement de la génération Y. C'est ensuite tout ce qui est lié à l'hyper-individualisation sur des publics de spécialistes ou des publics spécifiques que l'on veut attirer dans l'entreprise et que l'on n'arrive pas à attirer. Et ensuite, tout ce qui est lié à l'intégration de nouveaux publics issus de la diversité. Donc, sur ces thématiques, on s'aperçoit que souvent, ce sont des problèmes qui sont évoqués dans les entreprises et la réponse est la gestion des talents. Au niveau théorique, on a de très nombreux ouvrages sur la gestion des talents dans le monde anglo-saxon et ce qu'on peut dire, c'est que certains auteurs sont allés très très loin puisqu'on a par exemple Boudreau qui dit la gestion des talents doit être maintenant la science de la décision et doit remplacer la GRH. Et donc on est vraiment sur une volonté de faire de la gestion des talents une nouvelle façon d'entrevoir la GRH. Donc on s'aperçoit que dans les MBA, il y a des cours de Human Resource Management qui sont aujourd'hui remplacés par des cours de Talent Management. Et dans la logique anglo-saxonne, il y a deux grands thèmes dans les MBA et dans l'entreprise qui sont le leadership et le talent management. Alors ça, c'est très anglo-saxon. En France, on s'aperçoit qu'il y a maintenant des gestionnaires de talent et on s'aperçoit qu'en fait, souvent, ce sont des spécialistes sur des problématiques spécifiques. Mais c'est quand même moins développé que dans le monde anglo-saxon.
La deuxième partie de cette présentation, donc une fois qu'on a vu quelques idées sur les concepts et sur les enjeux, la deuxième partie est de vous présenter en fait comment ça se passe. Et l'idée, c'est pas d'être exhaustif, c'est de vous montrer par rapport à une entreprise et un problème particulier, qu'est-ce qui a été fait, comment elle a fait évoluer sa gestion des compétences à sa gestion des talents. Donc, tout d'abord, la gestion des talents s'articule toujours autour de 3 grandes étapes: attirer, développer et fidéliser. Alors, elle est associée sur l'attraction à 2 thématiques de base. La première thématique, c'est la thématique de la brand image, c'est-à-dire que la gestion des talents est souvent associée à la diffusion de la marque employeur. Les entreprises veulent absolument qu'il y ait un phasage, une mise en cohérence entre la marque de l'entreprise, la marque produit et la marque que diffusent les collaborateurs en interne ou en externe. Et c'est là le gros problème, parce que très souvent avec les réseaux sociaux, etc., les collaborateurs disent des choses officielles ou pas officielles sur l'entreprise et il peut y avoir un décalage. Mais ce sont ces choses que les nouvelles recrues, que les clients, que les consommateurs vont voir en premier. Donc l'objectif de Talent Management, c'est vraiment de mettre en cohérence ces 3 types de marques pour arriver à un discours clair, lisible et commun. La deuxième chose dans l'attraction, c'est très souvent d'attirer avec des nouveaux outils. Et là, on le voit dans les serious games dont on parlait hier, il y a de plus en plus de nouveaux outils aujourd'hui pour attirer les nouvelles recrues, que ce soit des serious games sur Facebook, sur Internet, des nouveaux types de réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes un étudiant, et bien sur Facebook, il va y avoir un pop-up qui va vous dire « Ah, telle entreprise serait intéressée, si ça ne vous intéresse pas, envoyez ça à quelqu'un qui vous ressemble », etc. Donc, il y a des choses incroyables qui se font, et donc les entreprises s'interrogent, et on voit dans le pourcentage des canaux de recrutement que la part des médias sociaux et la part des outils par Internet augmente. Donc ça, c'est très intéressant, et la gestion des talents est vraiment dans cette logique et dans ce point. Au niveau du développement, il y a 2 idées importantes dans la gestion des talents. Comme je le disais au départ, ce sont des entreprises globales multinationales. Leur objectif, il est d'une part de faire bouger les personnes d'un pays à un autre, et d'autre part de faire monter en puissance dans les lignes hiérarchiques les personnes des pays émergents. Donc là, on a une vraie volonté de changer les équilibres au niveau des managers et des exécutifs, dans la logique que si vous voulez accroître et être présent sur un marché chinois où se fait 2 points de croissance, vous devez avoir des managers chinois, parce qu'autrement, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et donc, le management des talents va typiquement régler des problématiques de telle sorte. Au niveau de la rétention, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est dans 2 logiques. Premièrement, si on a investi sur des talents, on veut un retour sur investissement. Et deuxièmement, on s'aperçoit que les pratiques classiques de rétention simplement financières, bon, bien entendu, sont largement insuffisantes pour certaines catégories de talents. Et ce qui est important, c'est le travail homework, le travail à la maison, le télétravail, c'est des nouvelles formes collaboratrices, etc., etc. Et donc sur la rétention, on a vraiment aussi des nouveaux outils à créer. Voilà sur l'architecture très rapide de la gestion des talents. Ici, bon, c'est d'autres exemples de ce qui peut se faire sur cette architecture. Donc je voudrais vous montrer là 2 petits exemples, un très simple sur HSBC et un plus détaillé sur Danone. J'ai encore un petit peu de temps ? Voilà, d'accord. Alors sur HSBC, c'est une banque globale de Hong Kong qui est très très implantée en Asie. Et donc cette banque a eu comme problème en fait un turnover excessif. En Asie, c'est du 30% minimum. Donc l'idée de la banque a vraiment été de faire un audit de ce que les personnes avaient comme compétences et souhaitaient. Donc par rapport à cet audit général, il y a eu des équipes qui ont été visiter absolument tous les métiers, etc. Ça a duré plus d'1 an et demi. Ils ont voulu donc vraiment réfléchir sur des adaptations locales pour développer, faire diminuer le turnover et développer l'implication et de la gestion, donc typiquement suivant les pays, surtout en Asie. Et donc là, ils ont décidé, donc suite à cette grande concertation et évaluation des personnes, de faire ce qu'on appelle le talent pipeline, c'est-à-dire de segmenter les groupes sur lesquels ils veulent créer des nouveaux outils et des nouvelles approches. On voit bien que là, on a le groupe au potentiel, mais que la talent management ne se réduit pas au groupe au potentiel, comme beaucoup d'ouvrages anglo-saxons le font, surtout
il y a quelques années. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on va bien réfléchir sur quels sont les groupes, focus group, et on va adopter une démarche marketing. Le talent management, c'est du marketing RH. La deuxième idée, c'est l'exemple de Danone. Alors ça, c'est un gros travail fait avec Danone Asie. En fait, Danone a deux défis. Le premier défi, ça a été une concentration de son business. Et comme vous le voyez, l'entreprise avait énormément de produits, elle a vendu. Elle a racheté Nico pour tout ce qui est la partie infantile. Et elle recentre son business aujourd'hui sur 4 grands secteurs. Donc l'eau, le médical enfant, tout ce qui est produits laitiers, et tout ce qui est donc baby nutrition. Et là, l'idée, c'est vraiment maintenant d'être concentré pour pouvoir avoir à la fois des politiques stratégiques de ciblage et des politiques RH, de marketing RH. Donc, c'est le premier défi, c'est concentration des business lines. Deuxième défi, c'est le défi que toutes les entreprises multinationales, aujourd'hui des entreprises globales, ont à faire face, c'est le défi de l'émergence et de la croissance des pays émergents. Alors là, c'est une réalité. Le business swift de les pays occidentaux vers les pays du BRIC, Brésil, Russie et Chine. Et donc là, on le voit bien, en 2010, on y est presque, en 2011, on y est, 51% du business de Danone se fait dans les pays émergents. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'entreprise a les mêmes préoccupations que L'Oréal, etc., toutes les grandes entreprises globales. Comment faire pour pouvoir être présent là où la consommation s'accélère? La réponse est il faut embaucher des managers locaux. Le problème est que, par exemple, en Asie, puisque ça a été l'intérêt de notre recherche, de pays où Danone fait sa croissance, l'Indonésie, la Chine, le problème, c'est qu'en fait, l'attrait des multinationales diminue chez les jeunes asiatiques. Ils ne veulent plus aller dans les multinationales, ils veulent aller dans les entreprises locales. Pour deux raisons essentielles. D'abord, les salaires sont bien plus hauts dans les entreprises locales, contrairement à ce qu'on peut croire. Et deuxièmement, ils veulent faire partie, ils sont quand même très nationalistes, ils veulent faire partie de cette volonté de développement économique. Et pour eux, c'est un honneur de faire partie des entreprises locales. Donc, comment faire pour développer un business? On ne peut pas envoyer des milliers d'expatriés dans ces zones. Donc, comment faire pour développer un business? Donc, on est obligé d'attirer, de développer et de retenir ses talents. Et c'est la problématique sur laquelle j'aimerais m'attarder. Donc, on voit bien que par rapport à cette problématique et ce segment très précis, jeunes asiatiques sortant des business schools et des universités, l'entreprise a mis en place un Talent Management Program qui s'appelle Boleu. Bon, ça vient d'une histoire mythique chinoise. L'intérêt de Boleu, c'est de créer tout un programme décliné en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, etc., avec des principes. Mais le deuxième avantage de Boleu, c'est de faire en sorte que les personnes locales, les Danoners locales soient totalement impliquées et que ce soit eux qui trouvent les solutions et les nouveaux outils adaptés à la particularité de leur pays. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les pays émergents, on ne peut pas faire que du corporate. Quand vous allez de la Malaisie à la Thaïlande, vous êtes dans deux mondes différents. À la fois au niveau de la religion, au niveau des attentes, au niveau de la structuration de l'éducation, etc. Donc on est obligé d'être dans la proximité des attentes et des outils. Donc la volonté de Danone a été vraiment d'avoir ce commitment qui vient des managers, et c'est à partir de principes généraux, attraction, développement, rétention, que les managers ont, identifié les problèmes, vu quelles étaient les caractéristiques de la population cible, et 3, essayer d'imaginer les solutions nouvelles. Et donc à partir de là, il y a eu donc une revisite de la gestion des compétences. Alors, en deux mots, la gestion des compétences Danone est corporate et elle se base sur des référentiels métiers. Dans ces référentiels métiers, ici on en voit un, il y a deux choses importantes. Un, en ordonner le nombre d'années dans lesquelles vous êtes dans le job, d'accord, et puis en abscisse, le type de performance que vous avez atteint. Donc par rapport à un référentiel classique, eh bien l'entreprise a vu que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait revisiter complètement ce type de modèle et donc a créé au niveau de cette zone et au niveau du programme Boleu une nouvelle façon de gérer les carrières. Donc c'est un référentiel qui intègre deux nouveaux axes. Le premier axe, c'est non pas la performance atteinte et réalisée, mais c'est la performance dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne va plus juger la personne aujourd'hui sur l'année, sur ses réalisations, on va la juger dans le temps, ce qu'elle a réussi à faire sur
des court terme, moyen terme et son potentiel, ce qu'elle pourra faire. Donc on est sur une logique beaucoup plus globale et on est en abscisse sur une logique importante qui est la logique de l'intégration des valeurs codes qui chez Danone sont les valeurs de leadership. Donc on est sur est-ce que la personne a du leadership, développe son leadership, propose de transférer son leadership, etc. etc. Et on crée des nouveaux parcours qui s'imbriquent, qui sont beaucoup plus progressifs. Et on essaye par rapport à ça de proposer des nouveaux types de carrières. Ça, c'est un exemple d'un passage de gestion des compétences à gestion des talents. Ici, vous avez le code qui est le code de leadership de l'entreprise. Ce qui est intéressant à voir, c'est sur les trois axes. Attraction, développement, rétention. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des outils spécifiques au pays et puis il y a des outils donc transversaux qui sont communs à tous les pays. Prenons par exemple sur l'axe attraction, comment attirer des jeunes asiatiques. En Chine, c'est très simple. Danone a eu une très mauvaise image avec un problème Waouh il y a quelques années. Donc, en fait, l'entreprise n'est pas connue. Seuls ses produits sont connus, mais c'est encore un socio-biscuit. Donc, il y a un gros problème d'image. Donc, l'entreprise a décidé de faire des roadshows, c'est-à-dire d'aller dans les universités, de parler de ses produits, de parler de ses métiers, de parler de ses modes de fonctionnement, et de créer en place, de mettre des étudiants relais qui ont des challenges et qui ont donc des relations particulières avec Danone, mais qui sont là pour véhiculer de façon totalement autonome et sur place la marque de l'entreprise. En Indonésie, le conseil est complètement différent. L'Indonésie, c'est un pays qui est extrêmement intéressé par les nouvelles technologies. Tout le monde a un portable, tout le monde adore aller sur Internet, etc. Et les jeunes adorent faire des jeux. Donc là, Danone a accès à fond donc sur Trust, qui est son Serious Game, a eu 4000 participants en Indonésie, ce qui est quand même énorme, et a développé donc des modules spécifiques pour impacter et faire jouer et attirer donc les jeunes Indonésiens à travers tout ça. Donc au niveau plus transversal et global, on peut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle des community managers qui, à la fois en Chine, en Thaïlande, etc., ont créé des sites spécifiques où les gens de Danone répondent aux questions donc, des jeunes qui proposent, mais qui sont aussi extrêmement interactifs et vont proposer des cafés, c'est très à la mode d'aller dans les startups, etc., de parler, etc. Et donc, en fait, il y a des outils complètement transversaux à ces différents points. Sur l'axe développement, donc des outils aussi différents, par exemple en Chine et en Indonésie. En Chine, les Chinois adorent les diplômes, donc Danone a créé des mini-MBA, a créé vraiment des diplômes avec des certifications, alors qu'en Indonésie, là, l'objectif dans le développement a vraiment été de créer des écosystèmes de vente, de marketing, où les Indonésiens adorent se retrouver en groupe. Au niveau de la rétention, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce qui est important quand on est dans une grande entreprise globale, c'est de casser le plafond de verre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah ben voilà, j'ai presque une minute. Le plafond de verre, en gros, le problème, c'est que très souvent, les jeunes asiatiques ne voyaient pas des asiatiques exécutifs. Et donc l'idée, ça a été de développer la promotion pour que justement, donc, il y ait la valeur de l'exemple et qu'on fasse monter en puissance donc, les jeunes à des postes importants. Je conclus pour dire qu'en fait, tous ces outils ont été implémentés sur des roadmaps attraction, développement, rétention déployés dans le temps, une roadmap Chine, une roadmap Indonésie, et qu'en fait, les résultats sont tout à fait probants. Beaucoup plus d'embauche, beaucoup plus de mobilité et beaucoup plus de développement de carrière. En gros, la gestion des talents ne se substitue pas à la gestion des compétences, elle la complète, elle lui donne une nouvelle jeunesse, elles sont complémentaires et elle permet de répondre à des problématiques actuelles et tout à fait critiques. Le concept de serious game, oui, alors en fait, aujourd'hui, des entreprises comme outils de recrutement vont créer des jeux. Alors ce sont des jeux qui sont en fait des situations d'entreprise dans lesquelles différents groupes, ça peut être des groupes physiques d'étudiants d'université ou des groupes virtuels où des étudiants vont jouer en ligne. Et l'idée, c'est de régler des problèmes. Le gros avantage, c'est que ça permet de développer la marque de l'entreprise et surtout, les étudiants apprennent à faire des paris, à prendre des décisions et on repère les groupes les plus performants. Donc il y a des sélections nationales, régionales, internationales avec des prix. Par exemple pour Trust,
c'est le voyage à Paris, etc. Mais surtout, ça va beaucoup plus loin parce que ça permet aux équipes gagnantes ou à ceux qu'on a repérés de les inclure dans des stages et de leur faire des propositions. Aujourd'hui, chez L'Oréal Céline, le directeur de tout ce qui est médias sociaux, c'est un jeune Indonésien chez L'Oréal, je travaille avec lui, qui a été recruté par Serious Game. Voilà. Donc c'est vraiment des nouveaux modes d'approche qui sont très génération Y, mais qui en même temps sont très empiriques. On voit les gens là-dessus. Donc c'est à la fois un fond de simulation, avec une dimension compétitive et pour fin de sélection. Exactement. Et ensuite pour embaucher des stagiaires, des... Je n'ai pas bien compris dans le dernier slide le fait que vous avez créé une opposition entre talent et gourou. Mais les gourous sont des talents. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. C'est pas une opposition, c'est de dire attention, vous pouvez avoir dans des milieux comme la mode, les parfums, etc., des gens qui sont exceptionnels. Un nez, par exemple, c'est un talent. Mais il faut faire attention, c'est un talent spécifique, ça ne veut pas dire que la gestion des talents, on ne s'intéresse qu'à ce type de profil. On peut s'intéresser à des profils beaucoup plus collectifs. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, le talent, on pourra en parler des heures avec plaisir, mais ça peut être l'idée de l'artiste, l'idée du compagnon, l'idée de celui qui est exceptionnel, mais c'est pas que ça. Surtout appliqué à l'entreprise. Voilà. Donc le problème, le risque du gourou, c'est de croire que parce qu'il y a un talent, il est intouchable. Je vais revenir sur le Serious Game. Est-ce que c'est une firme qui développe ces jeux-là? Donc le mot Serious Game, c'est une entreprise? Non, ça veut dire jeu sérieux. Voilà. C'est pas une entreprise. Alors une entreprise qui développe son Chaque entreprise développe son jeu avec des partenaires informatiques ou autres. Et en fait, ce jeu est un outil de recrutement et un outil d'observation des personnes en action. Est-ce que les gens doivent s'inscrire? N'importe qui peut s'inscrire? Alors, est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire? Bien sûr, oui. Ah, voilà. Tout à fait. C'est dans les campus et il y a des diffusions, en fait, ça suit. Alors, c'est un sujet en deux mots. Soit le Serious Game, il est associé à des campus et des partenariats entreprises, écoles, universités. Deuxième possibilité, il est ouvert à tout le monde et dans ce cas, vous êtes individuel et vous allez jouer avec des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, il y a deux possibilités. Est-ce qu'il y a un endroit, un site où vous pouvez avoir l'information sur ce type de... Vous allez sur Facebook, vous voyez Serious Game et vous allez avoir toutes les grandes entreprises qui ont... voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que Bill, Trust, mais ça draine énormément. J'ai bien compris la différence que vous faites avec des hauts potentiels. Quelle est la différence exacte avec la notion de potentiel? Pas de haut potentiel, mais de potentiel. Voilà. La grande différence, c'est que si vous voulez un talent, il s'évalue par rapport à un référentiel individuel. On est talent par rapport à sa propre performance et l'idée, c'est d'aller toujours plus haut dans sa propre performance. C'est pour ça que quelque part, c'est un complément de la gestion des compétences, puisque ce sont des compétences qui sont hors référentiel. Donc l'idée d'un talent, c'est à la fois de valoriser ce qui n'était pas valorisé avant, c'est-à-dire toutes ces personnes qui pouvaient avoir des compétences exceptionnelles, mais qui n'étaient pas valorisées parce qu'elles n'étaient pas dans la grille. Donc c'est de reconnaître certaines spécificités de certaines personnes, premier aspect. Et deuxième aspect, c'est en fait de faire qu'elles puissent s'exprimer, se développer. Et là, il y a un certain nombre de conditions qui font que si l'entreprise ne les accompagne pas, ils ne peuvent pas se développer. Et dans le potentiel, c'est que oui, le talent, il a un potentiel parce qu'il peut devenir meilleur, mais ce n'est pas que des gens à haut potentiel au sens de high flyer dans la littérature. Voilà, c'est dans ce sens. Merci beaucoup. Alors, petite question ici.